En fait, oui, comme le disait très bien Jennifer, bah, on a voulu faire un webinaire alors en lien avec le 8 mars, mais on a eu envie de changer un petit peu des webinaires sur les violences sexistes et sexuelles, parce que bah, ça fait quand même plusieurs années là qu'on en fait. Et puis là, je commence à avoir des retours un peu de oui, bah, on sait, ça y est, on est déjà formé. J'ai eu ça un petit peu ces derniers temps. Donc, on s'est dit, bah, on va changer un peu et puis on va aller un petit peu plus large et puis peut-être aller aux origines un petit peu de comment ça se fait qu'on en est arrivé là, à ces violences sexistes, pour qu'on s'interroge. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est pas juste une présentation et une formation, c'est vraiment un endroit où on va pouvoir s'interroger bah, en tant que soignant, en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'individu. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on a tendance, quand on travaille à l'hôpital, à scinder un peu les choses et pourtant, il y a pas mal de choses, notamment sur ce genre de sujet, qui viennent activer un peu nos valeurs. Et donc voilà, donc c'est un peu l'idée. Et juste par rapport à, je vais parler un petit peu de notre intimité, Vincent. La semaine dernière, il m'a envoyé, on a pas mal échangé, et puis il m'a envoyé une petite image que j'ai mis à la fin. Et il me fait, oui, bah ça va faire réagir. Je dis, bah justement, c'est ce qu'on veut, que ça fasse réagir. Parce que si vous réagissez, c'est qu'a priori, ça vous titille et que du coup, ça vaut le coup qu'on vienne en parler. Donc voilà. Donc on y va. Allez. Ah, ça marche plus. Si. Donc voilà, ça c'était l'objectif. Alors, vas-y, tu me dis quand tu veux que j'appuie. Euh, J'y vais. Alors, tu peux baisser la première ligne. Moi, je remercie, j'en profite pour remercier le CORES pour l'invitation et l'accueil. Je remercie Marie qui a eu cette idée de faire un diaporama sur polarisation des genres. J'arrive pas à dire le titre, désolé. Euh, je fais une remarque immédiate. Marie était intéressée et amusée parce qu'elle est une femme sexologue et que moi, je suis un monsieur sexologue. Je vais sans doute mal jouer le rôle du monsieur dans notre discussion, mais je vais essayer de le tenir quand même. Hein, on va voir ce que ça donne. Tu as très bien dit, je vais redire ce que tu viens de dire. Nous sommes deux soignants et on accueille tout le monde de façon inconditionnelle, les hommes, les femmes, les personnes trans, tout le monde. On a envie d'insister sur cette polarisation des genres à cause de la société moderne dans laquelle on vit. Et moi, ce qui va m'intéresser pour commencer, c'est de vous rappeler d'où on vient. La société humaine, elle vient du fond des âges et je vais partir de même il y a quelques millions d'années en vous rappelant que nous, Homo sapiens, nous sommes des grands singes, tu peux descendre, nous sommes des grands singes et notre société, elle n'est pas organisée comme elle est aujourd'hui en partant de nulle part. Je vous dis qu'un très grand anthropologue, Claude Lévi-Strauss, était parti de l'idée qu'il y avait d'un côté la nature, les animaux sauvages qui vivent dans la nature, et de l'autre l'être humain qui a ce gros cerveau, ce gros cortex qui lui permet de faire de la symbolique, qui lui permet d'observer l'univers autour de lui et de se poser des questions sur les origines de l'univers. Pour Claude Lévi-Strauss, il fallait ce gros cerveau pour organiser les sociétés humaines. Claude Lévi-Strauss a très bien décrit l'importance de la parenté. On connaît sa mère, on connaît ses frères et sœurs. On va éventuellement sortir du groupe pour aller se marier dans un autre groupe. Tout ça existe chez les hommes et chez les animaux. Mais il a fait comme si, de quelque part, tu peux descendre. Je viens de lire un livre. Alors, juste peut-être faire une micro-pause. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro et qui fait Il y a plein de quelqu'un choses. qui a son micro qui n'est pas en mute. Je crois que c'est, excusez-moi, Madame Blé. Super, merci beaucoup. Merci, Rabelais. Je viens de lire un livre excellent, pour lequel je ne toucherai aucun droit d'auteur, évidemment. Un livre de Bernard Chappet, un chercheur québécois, qui a justement réussi à montrer, moi je vais mal vous le résumer, je suis désolé parce que j'ai que 2 minutes, comment sur les quelques derniers millions d'années, l'organisation initiale, tu peux descendre, l'organisation initiale des sociétés de nos ancêtres, qui étaient organisées de cette façon, c'était des groupes multimâles, multifemelles. Les femelles avaient plusieurs mâles, les mâles avaient plusieurs femelles dans une ambiance de promiscuité sexuelle. Petit à petit, ces groupes se sont transformés en unités polygynes, un mâle avec quelques femelles, avec un lien reproducteur stable. Dans ces conditions-là, on sait à peu près qui est le père des enfants, puisqu'il y a un mâle qui est avec 2 ou 3 femelles. L'idée de ça, si on est passé comme ça dans l'évolution, c'était
pour éviter que les bébés soient tués par le mâle d'à côté. Vous voyez, il fallait un mâle pour protéger les bébés des femelles qui étaient là. Et puis, à un moment, on est passé probablement à la monogamie, c'est-à-dire que chaque mâle était avec une femelle, chaque femelle était avec un mâle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y avait aucun rapport sexuel avec les gens qui étaient à côté, mais en tout cas, on s'organisait comme ça. Parce qu'il y a eu une sorte d'équilibre qui s'est installé dans les sociétés préhumaines. Il fallait coopérer pour la chasse, pour la cuisine, pour je ne sais pas quoi, etc. Tu peux descendre. Et donc, je commence en cassant un mythe, et c'est un peu notre but aujourd'hui. C'est pas pour élever les enfants qu'un papa et une maman se sont mis ensemble. Hein, vous avez déjà vu ça dans certaines manifestations. Il faut un papa et une maman pour les enfants et tout. Bah, non, en fait, il y a eu cette organisation, un homme, une femme, un mâle, une femelle. Et puis, dans ces conditions-là, certains hommes, effectivement, ont développé des capacités de maternage. Vous voyez, les choses ne se mettent pas forcément en place comme on imagine dans les idées un peu reçues. On passe à la suivante. Je viens de balayer 7 millions d'années comme ça d'un coup. Donc, les chasseurs-cueilleurs et les êtres humains, c'est ça la grande différence entre un être humain et un singe, c'est que nous, on reconnaît les deux lignées. On connaît notre lignée maternelle, notre mère, notre grand-mère maternelle, les oncles, les tantes, etc., et la lignée paternelle. Vous voyez, on est capable de reconnaître des dizaines de personnes autour de nous. Il y a des échanges. Les femmes du groupe A vont aller se marier avec les hommes du groupe B. Les femmes du groupe B vont aller se marier avec les hommes du groupe C, etc. Tout ça a permis de créer des tribus, des sociétés, tu peux descendre, de plus en plus complexes. Et l'être humain s'est organisé comme ça. Si la société humaine s'est développée, c'est grâce à ça, grâce à tous ces échanges, et notamment les échanges matrimoniaux que Claude Lévi-Strauss avait déjà décrits, etc., etc. C'est récent, hein, notre histoire de gens installés dans des villes, etc., etc. C'est récent, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et excusez-moi d'avoir balayé comme ça 7 millions d'années. 80% des sociétés humaines sont encore organisées sur un mode polygyne. Vous voyez, un couple, un homme, une femme, c'est pas partout dans le monde, loin de là, et c'est pas depuis toujours, et c'est pas comme ça qu'on élève les enfants. C'est pas vrai. C'est pas ça que l'évolution nous dit. Le fondement biologique de nos sociétés, évidemment qu'il est parfois invisible, parce que l'être humain, avec sa symbolique, avec sa capacité de créer des sociétés de nature tellement différente, eh ben, on ne voit pas forcément qu'on vient de tout ça et que l'évolution a amené à tout ça. Nos sociétés, notre culture, ça permet le meilleur. Alors le meilleur, excusez-moi, pour aller très vite, hein, vivre en famille, être bien avec les gens, si on peut. Hein. Le mariage entre un homme et une femme, le mariage d'amour, on va en parler. Le mariage pour tous. Deux personnes du même sexe qui ont envie d'être protégées juridiquement peuvent se marier, etc., etc. Le romantisme, l'implication des pères dans le maternage, ça c'est le meilleur. Et l'être humain, comme vous le savez, il est aussi capable du pire, c'est-à-dire l'exploitation sexuelle, les viols, le mariage forcé des enfants et des femmes, etc., etc., etc. Voilà, donc on en est là, on vient de quelque part, il y a une histoire chez l'être humain, même chez l'être humain, on est des animaux comme les autres, mais on a cette capacité de culture et de créer les sociétés les meilleures possibles. Alors, du coup, maintenant que Vincent vous a fait une magnifique présentation de l'évolution de ces quelques milliers de dernières années, c'est quoi un couple? Ça veut dire quoi un couple? Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où la représentation, en tout cas occidentale, elle est d'un homme et une femme. Alors, en tout cas, deux personnes. Et en effet, quand on regarde dans le dictionnaire, la définition du couple, c'est un ensemble de deux personnes unies dans une activité ou par exemple dans un mariage. Mais ça, je vais pas revenir dessus, ce que Vincent a dit, le couple n'a rien d'universel, hein, c'est une construction complètement culturelle. Et aujourd'hui, le couple est très important dans notre culture. Et on est arrivé au fur et à mesure aussi des temps, à un couple amoureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos représentations occidentales, on va se réunir en couple parce qu'on est amoureux, parce qu'on est tombé amoureux de l'autre personne. Ce qui n'était pas le cas d'il y a encore un siècle. Et ce qui n'est pas le cas partout encore aujourd'hui. Et ce qui n'est pas le cas partout encore aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de mariages qui sont organisés par les familles, qui sont des arrangements financiers, parce que comme ça va permettre de récupérer les terres de l'autre, ça va permettre de faire des alliances pour calmer un peu les tensions, ça va permettre plein de choses. Et même ce mot de couple, en fait, il est assez récent. C'est-à-dire qu'avant,
on parlait pas de couple. Enfin, je sais pas quel âge vous avez, mais moi, ma grand-mère, elle parlait de ménage, elle parlait de mariage, mais elle parlait pas d'un couple uni. C'est-à-dire que on se mettait en ménage, on se mettait pas en couple. Donc même ce mot-là est assez récent finalement. Et puis, on est maintenant dans une alliance très affective, très érotique. Donc, il faut un couple avec un bonheur qui remplisse complètement le bonheur de l'autre et son bonheur à soi. Et donc, ça fait des attentes multiples et puis une pression énorme sur un seul type de relation. C'est-à-dire que le modèle, c'est ça. Et pour réussir dans la vie, il faut avoir réussi quelque part son couple, ce qui met des pressions incroyables, ce qui fait que du coup, maintenant, on se marie beaucoup plus tard parce qu'il faut trouver le bon. En plus, on a le choix avec les sites de rencontres. Des fois qu'on puisse en trouver un encore mieux, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Donc, c'est tout ça qui fait que du coup, il y a une énorme pression sur les épaules des autres. Qu'est-ce que... Vincent, tu veux C'est rajouter? très bien dit. Et j'ajouterai un truc, et c'est vrai qu'on n'a pas inséré une diapo dans notre proposition, là, c'est sur l'étude que tu viens de mener Mm. sur le couple, les couples et les relations extra-couples. Et tu pourrais dire une phrase, les gens ont même du mal à définir si eux-mêmes sont en couple ou pas à l'heure où on leur parle. C'est ça. C'est quoi être un couple? C'est quoi la fidélité? En fait, c'est surtout d'où ce mot fidélité qui était remis en cause, parce qu'on n'a pas tous la même définition de fidélité. Et là, je vais quand même, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de soignants qui nous écoutent, donc je vais insister, quand vous demandez en consultation si vous êtes marié, ne vous arrêtez pas là. C'est-à-dire que non, c'est plutôt, est-ce que vous avez plusieurs partenaires sexuels? Parce que le fait d'être marié n'empêche pas d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Et ça, enfin, après, c'est toi le médecin infectieux, mais je pense que tu vas me rejoindre. Voilà, ça, c'est pas parce qu'on est marié, et peut-être le mariage ne protège pas tant que ça du fait qu'il y ait plusieurs partenaires sexuels à côté. Au contraire. Certainement que non, hein. Le mariage est, comme tu l'as dit, une organisation juridique dans notre société à nous, avec un contrat de mariage, etc., des droits, une protection. C'est parfait, mais ça ne présage pas de l'organisation de telle personne qui peut avoir un, deux ou plusieurs partenaires sexuels avec, comme tu l'as montré dans ton étude, des divers degrés d'engagement. Voilà, ça Mm. c'est pour le fun, ça c'est plus régulier, enfin voilà, etc., hein. Le couple, les couples, c'est compliqué pour les gens à définir. Ouais, mais en fait, on a chacun nos représentations. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui essayer d'intégrer et de comprendre. C'est-à-dire qu'en fonction de notre âge, en fonction de notre culture, en fonction de nos valeurs qu'on nous a inculquées quand on était petit, en fonction de notre religion, en fonction de nos origines, on va pas avoir les mêmes représentations du couple et des relations avec l'autre. Et ça va être quand même quelque chose de différent. Et là, tu pointes quelque chose d'intéressant sur le fait que, par exemple, bah, voilà, les jeunes n'ont pas la même définition de la relation à deux que les personnes comme nous, pas les vieux, mais les personnes de 40, 50 ans. Bah, moi, quand j'étais jeune et que j'avais 20 ans, quand j'embrassais un garçon ou une fille, eh ben, j'étais en couple, en fait. C'était obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne se disait pas on est en couple. Maintenant, les jeunes peuvent avoir des relations sans forcément se dire vraiment on est en couple. Donc la notion de couple même n'est pas la même définition pour chacun. Un Voilà. effet générationnel, oui, que tu viens de décrire. Donc c'est intéressant. C'est aussi pour ça que nous, soignants, dans l'accueil, etc., c'est bien qu'on se mette à la page et qu'on arrive à suivre un peu ce qui se passe. Ça me fait penser au livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, encore un livre, La sexualité qui vient. Ceux qui n'ont pas lu celui-là, je vous le conseille fortement. Je sais pas si vous Ouais, me voyez, mais voilà. ouais, bravo, bah, c'est ça. Et celui-là, il est très très bien. Il explique très très bien justement que bah voilà, en fonction des générations, on n'a pas les mêmes définitions. Et c'est pas pour ça que c'est une mauvaise chose. C'est juste que pour se Non, comprendre, sans avoir les mêmes définitions, c'est bien d'aller un petit peu plus loin que nos définitions à nous. c'est pour ça que notre métier est intéressant, il me semble. Mais il est passionnant, tu veux dire. Oui. Euh, Là, on va juste reprendre un petit peu mais c'est ce que tu as déjà dit un petit peu, donc je sais pas si on a le temps d'en parler ou si on passe à la Si, suite. si, si, tu peux Ouais. passer dessus, ouais, ouais. Ça, c'est plus par rapport à l'évolution du couple et à l'histoire du mariage. Et donc, c'est ce qu'on disait, hein, c'était vraiment un contrat à la base. Quand on se mariait dans les années 1900, on se mariait pour la vie.
que ça aille bien ou que ça aille pas, c'est pas grave en fait. Il fallait de toute manière, si ça allait pas, et ben ça s'arrêtera le jour où l'autre décédera ou le jour où je décéderai. Mais on n'était pas du tout dans le projet de divorce. Le projet de divorce n'existait pas du tout. Et puis, ça a été régi comme ça pendant un discours très religieux, avec, n'oublions pas, le mythe fondateur d'Adam et Ève, c'est par la femme que le péché a commencé, et c'est à cause d'elle que nous mourrons. Donc, en fait, tout ça, en plus, si ça va pas, c'est de la faute de la femme. Donc, on est déjà dans quelque chose de très genré, mais genré dans le sens la position de chacun dans la société, la position de l'homme et la femme dans la société était déjà bien inscrite dans la religion et depuis très longtemps et dans nos cultures. Et puis, au 19e siècle, il y a une séparation stricte des rôles. Donc là, on est encore plus, et ça va même se faire à travers les lois, puisque le Code Napoléon va bien éditer ça, avec le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Et c'est là qu'on va voir que l'homme, lui, il est plus dans la sphère publique. Lui, il a des devoirs et des droits, et il va pouvoir sortir plus facilement du foyer. La femme, elle est vraiment dans la sphère domestique, et son rôle à elle, c'est d'élever les enfants, et si possible les enfants de son mari et pas ceux du voisin. C'est pour ça qu'on l'enferme bien dans la maison. Et puis, ce discours va même être très médicalisé et moraliste par le médical. Bon, ça, je l'ai déjà dit, alors ceux qui m'ont déjà entendu, ils vont le réentendre, mais border son enfant, c'était vraiment, on lui coince les bras contre le corps avec le drap, et ça, je pense qu'on a tous bordé nos enfants sans vraiment se souvenir de ce que vraiment on faisait, enfin savoir ce qui se passait, mais c'était vraiment lui coincer les bras le long du corps pour pas qu'il puisse aller se tripoter. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'interdit sexuel et d'interdit de plaisir. En dehors, même dans le mariage, le plaisir n'existait pas vraiment. Une petite phrase juste sur l'homosexualité quand même, qui ne sera plus considérée comme une maladie mentale seulement en 93, donc ça fait vraiment, vraiment pas longtemps. On est quand même sur quelque chose de très moraliste au niveau de l'intimité à travers les âges. Et puis quand même, au XXe siècle, il y a les lignes qui bougent. Déjà, l'égalité homme-femme qui devient publique en 1946 avec la loi garantie à la femme dans tous les domaines, les droits égaux à ceux de l'homme. Donc là, on a un changement dans les années 46. Et puis, la révolution sexuelle qui va donner des lois très importantes, c'est la loi Nowitch et la loi Veil, qui va offrir aux femmes l'égalité intime, l'égalité sexuelle, l'égalité par rapport aux hommes. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'à partir du moment où la femme devient l'égale de l'homme dans l'intimité, et ben ça plaît pas trop aux hommes parce que du coup elle devient vraiment légale et donc elle a les mêmes pouvoirs et les mêmes droits que les hommes d'un point de vue public et d'un point de vue intime. Et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai retrouvé l'image avec les divorces qui ont été prononcés et on voit très clairement qu'à la suite de cette révolution sexuelle dans les années 70, bah, bizarrement, les divorces ont explosé. Les divorces sont majoritairement à 80% demandés par la femme parce que justement, bah, elle avait plus cette obligation d'être enfermée et de suivre ces réglementations que la société lui imposait. Et donc, du coup, bah, on voit très clairement cette évolution des divorces qui explose à partir des années 70. Et puis, voilà, après, il y a d'autres choses, donc le droit au divorce en 75, et puis, si tôt que ça. Ah oui, non, j'ai dû me tromper. C'est un droit au divorce différent, je ne sais plus ce que j'ai voulu dire. Et puis l'autonomie économique qui grandit chez les femmes, puisque à partir du moment où elles choisissent quand elles peuvent avoir des enfants, bah, elles choisissent aussi de travailler ou pas. Voilà. Vincent? Oui, c'est ça. J'enchaîne pour terminer cette diapo Ouais. en rappelant que les couples peuvent être variés. Hein. Dans notre société moderne ici, il y a eu le PACS, le Pacte civil de solidarité en 99, le mariage pour tous, qui a entraîné à l'époque, comme vous savez, des mouvements, des réactions, pour pas dire des mouvements réactionnaires, mais ça revient au même, des gens qui trouvaient ça anormal que deux personnes puissent s'aimer en ayant le même genre ou le même sexe. Mais bon, ça a été voté, heureusement, à l'époque. Et puis, même en janvier 2026, on peut avoir encore des surprises, ou en tout cas, vous voyez,
on peut encore ouvrir les yeux, écarquiller les yeux en disant mais comment est-ce possible? En janvier 2026, la loi française a inscrit dans le Code civil que le devoir conjugal n'existait pas. Souvenez-vous, le devoir conjugal, alors le devoir conjugal, effectivement, n'a jamais été écrit nulle part dans la loi française. Il n'a jamais été écrit une femme qui est mariée doit avoir des rapports sexuels avec son mari si son mari exige d'avoir des rapports sexuels. Ça n'a jamais été écrit comme ça. Il n'y avait pas une phrase qui disait le devoir conjugal existe. Mais en revanche, la loi était faite de telle façon qu'on a pu reprocher à des femmes, par exemple, de ne pas avoir de rapports sexuels avec leur mari. Bah, vous êtes mariée, madame, vous devriez avoir des rapports sexuels avec votre mari. Et donc, on a pu probablement prononcer des divorces pour faute à certaines femmes à cause de ça. Donc, après toutes ces années, ces dizaines d'années de réflexion, on écrit dans la loi, eh ben non, quand on est marié avec quelqu'un, il n'y a pas d'obligation à avoir des rapports sexuels, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit deux hommes, qu'on soit deux femmes, etc. Oui, voilà, c'est comme ça, on avance par petites touches, on a l'impression que tous les 20 ans, on remarque quelque chose qui ne va pas pour aller vers plus d'autonomie, de liberté, de respect de tout le monde. C'est quand même ça le but du jeu au final. Donc voilà, donc on avance vers une certaine égalité. Et ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Si, voilà. Et donc, on arrive à une évolution du couple au fil des siècles. Et puis aujourd'hui, on se rend compte quand même, surtout quand on écoute un petit peu dans les consultations, mais pas que, hein, partout, que l'individualisation est très importante. C'est-à-dire qu'on veut on veut réussir sa vie de façon individuelle, mais tout en étant en couple. Donc, chacun veut rester lui-même, mais en même temps en étant en couple. Donc, c'est très ambivalent, en fait, comme désir quand on y pense. Et pourtant, c'est quand même ce qu'on entend et ce que les gens recherchent. Donc, il y a une recherche d'égalité et de respect mutuel. Ça, c'est ce que tu viens de dire, Vincent. Et puis, on voit des modèles pluriels qui sont en train d'apparaître. Alors, qui existaient déjà depuis très longtemps, mais qu'on avait mis ça un petit peu aux oubliettes, ou alors, oui, mais c'était un peu dans des mouvements New Age, c'était momentané, et puis après, ça repartait, mais non, en fait, ça a toujours existé. Et puis là, on entend un peu plus des unions libres, des couples recomposés, ça, c'est depuis la diversité du divorce. Et puis des mots comme polyamour qui sont en train d'émerger. Et puis, bah, voilà, on est un peu perdu des fois quand on est soignant dans un hôpital et puis qu'on entend tout ça, où le monde change. Et il faut quand même qu'on puisse s'adapter avec toutes ces nouvelles notions qui arrivent. Une phrase, excuse-moi, Oui. une phrase sur l'autonomisation des femmes et leur plus grande liberté dans les rapports sexuels et dans les rencontres sexuelles. Tu l'as dit avec la pilule, avec l'accès à l'avortement, l'IVG, tout ça a été inscrit dans la loi pour que les femmes aient cette autonomie. Et ça a entraîné quelque chose probablement, et quelque chose qui doit faire peur à certaines femmes en l'occurrence, c'est-à-dire maintenant que vous êtes autonome, maintenant que vous avez plus de liberté, à vous d'assumer votre vie, à vous de trouver le bon partenaire, à vous d'avoir du plaisir, à vous de tout réussir, etc. Tu l'as dit, hein, mais j'insiste un peu sur cette notion, c'est-à-dire que y a sûrement des gens qui se posent la question, qui se prennent la tête, excusez-moi pour cette expression triviale, oh là là, est-ce que j'ai vraiment du plaisir? Est-ce que j'ai vraiment un orgasme? Est-ce que ma vie sexuelle est vraiment réussie, etc. Malheureusement, un des travers, c'est ça, c'est d'aller vers un sentiment d'obligation de tout bien faire ou mieux faire ou d'être jamais satisfait au lieu de profiter de sa vie et tout ça. Ça pose des problèmes à des gens, certainement. Avec en plus des pressions par les médias, par le cinéma, par les amis, par tout ce qu'on peut entendre, où il faut avoir, il y a un désir de réussite individuelle, intime, avec des pressions qui sont mises très fortes, en effet, sur les hommes et les femmes, les deux. Alors, ça, c'était plus pour insister sur les nouvelles formes de couple qu'on peut croiser. Donc, le mariage, qui est encore très symbolique, moins obligatoire. On vit souvent ensemble avant de se marier, mais quand même. Et ça reste un contrat civil très important qui protège l'autre, qui va protéger les enfants. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes allé à un mariage civil, mais le code civil, les lois du code civil qui sont lues sont surtout sur la protection de la famille et de l'enfant.
Donc, ça reste quand même un contrat civil très important pour pouvoir protéger l'autre et protéger les enfants. À ça s'ajoutent les contrats comme le PACS, le concubinage, qui sont plus flexibles d'un point de vue juridique. Et puis, on peut aussi croiser des gens qui vont nous expliquer qu'ils ont des plans cul réguliers. Donc, ça peut être des relations à distance, ça peut être plusieurs partenaires en parallèle, mais sans vraiment de notion de couple, comme on peut l'entendre de façon traditionnelle érigée. Donc, avec une digitalisation de la relation très importante, et ça pour le coup, alors je ne vais pas parler de mon étude parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est quelque chose vraiment de très très important. En effet, on voit très clairement qu'avec l'arrivée des smartphones, les relations, elles se font de façon digitale, de façon très importante. Et puis, une grande indépendance, mais moins de risque d'éloignement émotionnel. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de risque aussi avec les plans réguliers, mais on ne prend pas de risque d'un point de vue émotionnel, parce que l'émotion, ça fait peur, parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal, et du coup, ça permet aussi de se protéger quelque part d'un point de vue émotionnel. Et puis, on a ces couples ouverts, polyamour. Donc ça va être des notions plus nouvelles, mais j'ai envie, et là, j'ai retrouvé une étude de IFOP de 2025. Alors, les études IFOP sur l'infidélité, c'est Glidden qui les commande régulièrement. La dernière, celle d'avant, elle a été faite en 2016. Et en fait, on retrouvait à peu près les mêmes chiffres sur l'infidélité, sauf qu'on pouvait rajouter les relations non exclusives avant. Donc, on était à peu près à 45% d'hommes et 33%, je crois, de femmes en 2016, de personnes qui se disaient infidèles au moins une fois dans leur vie. Ça veut dire qu'ils sont allés voir sexuellement une autre personne que leur conjoint officiel. Et puis, cette idée d'IFOP de 2025, j'ai trouvé super parce que pour la première fois, on a séparé l'infidélité des relations non exclusives. Ça veut dire que là, on a vraiment fait la différence entre les personnes qui sont infidèles, donc qui vont voir quelqu'un d'autre en dehors de leur couple officiel, mais en loose day, sans le dire à personne, et pour pas que ça se sache. Et puis, les relations non exclusives, où là, il va y avoir des contrats de couple. Des contrats de couple plus ou moins définis, qui peuvent être multiples, avec des couples ouverts, du polyamour. Ça peut prendre plein de noms différents, mais en tout cas, on ne le fait plus caché. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs relations, mais ce n'est plus caché. Et on se rend compte que ce n'est pas un chiffre anodin de la population française. On est quand même sur 10% à peu près de la population, hommes-femmes. Donc, ce n'est pas rien, en fait. Ça fait une personne sur 10 en couple qui a eu des relations non exclusives sans forcément le cacher à son conjoint. Donc, Précise-nous, voilà. c'est des couples hétérosexuels ou bien homo-hétéro, un peu tout le Ça, monde? c'était tout mélangé, là. L'étude Tout IFOP, mélangé, on d'accord, était ouais. tout mélangé. Là, c'est tout mélangé. Mais oui, il faudra creuser un petit peu plus, mais bon, ça, ce sera l'objet d'un autre webinaire. Et puis après, il y a même des structures à plus de 2. Donc là, on sort du couple, on parle de trouble, des structures relationnelles à 3. Et voilà. Donc ces modèles témoignent en tout cas d'un besoin d'adapter le couple aux réalités évolutives de notre époque. Et c'est ça peut-être qui pourrait être intéressant à retenir en tant que soignant, c'est que en fait, tout ça, ok, c'est nouveau, ok, c'est peut-être pas tout à fait dans nos représentations à nous, n'empêche que ça témoigne bien d'une évolution et d'un besoin d'évoluer en fait vers quelque chose de différent. Pas forcément de tout changer, pas forcément de tout mettre à plat, mais en tout cas d'évoluer un petit peu. Vincent, Et vous savez, est-ce quand que... moi j'entends parler de trouble, un monsieur avec deux dames, je me replonge 7 millions d'années en arrière avec les unités polygynes. Et voilà, et c'est comme ça. Encore une fois, 80% des sociétés humaines fonctionnent sur ce genre de modèle. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, hein, c'est notre histoire, hein, c'est comme ça. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que, ouais, comme dirait Philippe Breneau, pour ne le citer qu'une seule fois, un couple, ça dure 15 ans à peu près. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire couple plusieurs fois avec la même personne, mais en tout cas, il faut se renouveler en permanence. Et peut-être que c'est ça, l'humain a besoin de renouvellement en permanence, pas forcément de changer complètement de décor, mais en tout cas, de quelque chose d'un peu nouveau. Oui, une remarque en 10 secondes. L'être humain, maintenant, il vit 85 ans. L'être humain d'il y a 7 millions d'années, à 25 ou 30 ans, c'était la fin de sa vie déjà. Hein. Alors, c'est là où ça va être intéressant d'être un homme et une femme. L'idée de cette diapo, c'était de pouvoir un petit peu mettre en exergue ce qu'on peut entendre de ce que veulent les hommes et ce qu'on peut entendre de ce que veulent les femmes. Parce qu'en fait, finalement, on veut
des choses différentes et en même temps un petit peu la même chose. Mais des fois, c'est pas tout à fait facile de se parler et de se le dire. Donc, vas-y, tu veux commencer peut-être? Oui, Non, mais c'est même parce que j'ai si, un problème avec mon écran et ça va me permettre de régler mon problème d'écran. même si, comme j'ai dit en préambule, je suis pas sûr d'être le garçon le mieux Non. pour assumer la partie garçon. Mais alors, par exemple, je vous parle très librement là devant 100 personnes, il n'y a pas de problème. Je ressens pas une énorme pression sociale sur mes performances sexuelles, vous voyez. Mais j'imagine que pour plein d'hommes, c'est le cas. Et enfin, j'imagine pas seulement. Je reçois des hommes en consultation de sexologie qui, qui ont très souvent cette façon de présenter leur vie et de présenter leurs difficultés du moment. Oh là là, en ce moment, mes rapports sexuels, je suis pas assez bon, ma femme n'est pas contente, etc., etc. Vous voyez, c'est très souvent que ça revient. Donc, oui, j'entends bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, soi-disant, on peut évoluer dans la société, on peut changer de partenaire, on peut rencontrer plus de partenaires aujourd'hui qu'on en rencontrait il y a 50 ans, très bien. Et donc quoi? Et donc, serait relié à tout ça une obligation de réussir ses rapports sexuels? Bon, probablement que des messages en ce sens circulent, hein, on l'a dit tout à l'heure, sur Internet, sur TikTok, sur Instagram, sur je sais pas quoi, dans les magazines qui sortent une fois par semaine et qui racontent plein de choses. Bon, moi, encore une fois, je suis un garçon, je suis content d'être un garçon, mais j'imagine que si j'étais une femme, je serais content d'être une femme. Mais là, Marie, tu vas réagir. Bah non, tu serais moins contente parce que pour une femme, c'est plus dur dans la société. Probablement, voilà. Ouais, tu vas réagir. Ensuite, moi, je suis persuadé que il faut de la communication et c'est pas toujours facile. Et il faut partager et il faut, quand on est en couple, qu'on est bien avec quelqu'un, il faut avancer ensemble et ça demande de s'adapter, ça demande plein de choses. La charge mentale, tu vas dire un mot et puis on a rajouté un truc dans le diaporama. La charge mentale, c'est quelque chose qu'on montre maintenant. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, probablement, et qu'on montre mieux maintenant, qu'on est capable d'expliquer aux femmes et aux hommes. Et ça permet, j'espère, de rééquilibrer dans les cas où les gens comprennent tout ça. Le consentement, les limites, on va en parler. Et puis, on l'a dit, la recherche d'une égalité, si possible, que tout le monde ait accès à la meilleure sexualité possible avec le partenaire qui est bien là. Voilà, tout ça, c'est du travail, hein. Moi, c'est ce que je dis aux gens souvent en consultation. Vas-y. Non, mais c'est exactement ce que tu as dit. Puis pour le coup, on va revenir là-dessus derrière. Mais en effet, la femme a l'impression que c'est plus facile d'être un homme et les hommes, parfois, sans trop le dire, ils peuvent penser aussi que c'est peut-être plus facile d'être une femme parce que eux, on leur demande d'être fort tout le temps. On leur demande d'être viril parce que cette virilité, elle reste quand même très présente, même si on évolue là-dessus. Il y a le poids le coût de la virilité et le poids de la virilité qui est encore très, très présent dans nos sociétés. Et puis, la femme, elle se sent un peu abandonnée avec un mari qui l'aide à vider le lave-vaisselle. Mais du coup, quand on aide quelqu'un à faire, c'est qu'on considère que c'est pas forcément sa tâche à lui, mais plutôt à elle. Mais au moins, il aide. C'est déjà pas mal. Bon, bref. Du coup, on a en effet cette charge mentale qui est encore très, très présente. Et puis, chacun pense que l'autre en demande trop, en fait. Et il y a toujours c'est à ce moment-là qu'on va avoir des problèmes de communication et de discussion parce que chacun voudrait de l'aide, chacun voudrait être compris et en même temps, personne ne se comprend. Donc, c'est à ce moment-là qu'on arrive à des difficultés. Et, je plus. Et oui, et du coup, pour en arriver à des situations, on va avoir des problèmes de consentement. C'est-à-dire que, alors j'ai peut-être fait un petit raccourci là, Vincent, il n'y avait pas quelque chose Oui, à dire entre les deux? t'aurais pu commenter encore, t'aurais pu commenter encore celle-là, mais tu l'as bien dit. Le mot de polarisation, c'est on a envie d'être ensemble, on est bien ensemble, et puis en même temps, des tensions existent encore, que ce soit dans la répartition des tâches du quotidien, que ce soit dans ah, c'est toujours lui qui demande les rapports sexuels. Enfin, oui, c'est moi le garçon qui demande toujours les rapports sexuels, et puis la dame parfois a envie de rapports sexuels et pas le monsieur. Enfin, bref, voilà, c'est tout ce qu'on On a entend du mal dans les ouais, à se comprendre et on arrive à des situations un petit peu extrêmes où cette notion de consentement, qui est quand même le mot-clé de ce début du 21e siècle, n'est pas respectée et n'est pas respectée même dans le couple. Et ça, c'est quelque chose qui est encore difficile à admettre. Et même pour les femmes, c'est compliqué de se dire, des fois, j'ai des rapports sexuels pour apaiser la tension de monsieur ou pour apaiser la tension dans le couple.
mais en fait, j'en ai pas vraiment envie. Mais je vais le faire quand même parce que c'est normal, c'est mon mari. Et puis c'est normal, c'est mon mari. Et puis si jamais je le fais pas, le risque, c'est qu'il aille voir ailleurs. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai entendu en consultation plusieurs fois et du coup, qui correspond aussi à ces valeurs qu'on nous a inculquées quand on était petit, où la femme, elle doit un petit peu obéissance à son mari quand même. Donc voilà. Donc on pouvait pas faire quand même ce webinaire sans parler de ce mot consentement. C'est quelque chose que j'ai entendu en discutant avec mes collègues dans mon service de maladies infectieuses. Mes collègues, je parle de femmes de 45-50 ans, pour qui il faut avoir des rapports sexuels régulièrement avec son mari pour éviter, tu viens de le dire, que le mari ait envie d'aller ailleurs, comme si ça marchait. Je pense que c'est pas une bonne technique. C'est ce que j'ai dit à ma collègue. Hein. C'est la première fois qu'on a abordé cette chose ensemble. Pour cette collègue de 50 ans, c'était clair, hein, le devoir conjugal, ça existe, on est marié, donc il faut assurer sexuellement. Vous voyez, cette notion de devoir assurer sexuellement plutôt que de profiter de la sexualité avec son compagnon. Bon, on en est là. Donc voilà, donc je vais peut-être passer parce que je vois qu'il est 13h10 si on veut avoir un peu de temps, donc on va pas revenir, mais juste, c'est ce que tu disais, hein, le respect du consentement, ça renforce la confiance et donc le désir dans le couple. Et puis quand même venir un tout petit peu sur cette construction sociale de la virilité, on en a déjà bien parlé, mais quand même juste pour revenir dessus un tout petit peu, la socialisation masculine, c'est-à-dire qu'il y a une injonction quand même pour un homme à être fort, à être autonome, à être performant, à pas se plaindre. Moi, voilà, j'ai déjà entendu pas mal de fois autour de moi un petit garçon qui tombe et lui dire bah non, tu vas pas pleurer, t'es pas une fille, ou voilà, ou t'es pas une gonzesse. Bon, c'est des choses qu'on entend encore. Alors, heureusement de moins en moins, parce que depuis 10-15 ans, là, on met un petit peu le doigt sur ce genre de violence sexiste, mais c'est quelque chose qu'on entend et c'est quelque chose dont les hommes qui sont autour de nous ont grandi avec. Mais pas que les hommes, les femmes aussi hein, ont grandi avec. Donc, on est quand même dans cette injonction très, très marquée dans la société. Et puis, il y a peu d'espace finalement pour exprimer une vulnérabilité quand on est un homme. On n'a pas le droit d'être vulnérable. On n'a pas le droit, donc on n'a pas le droit de pleurer quand on est petit, mais du coup, on n'a pas le droit non plus de perdre son travail quand on est plus grand. Et toutes ces choses-là qui vont s'emmagasiner chez les hommes, c'est quelque chose qui va s'intérioriser. Et si jamais ça doit, cette frustration ressortir, ça ne va pas ressortir en public. Ça va ressortir dans l'intimité du couple. Et c'est là où on arrive à des situations de violence conjugale parce qu'on est dans une socialisation où, en fait, l'homme ne peut pas être vulnérable en public. Donc, voilà, c'est la femme qui prend. Et en même temps, la femme, elle doit être douce, elle doit être accommodante, elle doit être sexy, mais pas trop non plus. Parce que la jupe, elle doit être courte, mais pas trop non plus, pas trop longue non plus. Enfin, voilà, on est dans le pas trop. Et puis, il y a cette virilité extrêmement toxique et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans les extrêmes, où il y a ce désir de domination, de compétition permanente. Ça, c'est vraiment dans les extrêmes, mais c'est des petits garçons qui ont été élevés avec cette idée que l'homme ne pouvait pas être vulnérable. Et du coup, il n'a pas le droit, et en grandissant encore moins. Il y a un mot là qu'on n'a pas noté, mais qui apparaît Ouais. en énorme quand tu racontes tout ça, c'est le porno, la pornographie. Hein. Un modèle terrible qui véhicule beaucoup de choses là qu'on vient de dire. Le mec domine, il doit assurer, il doit avoir une érection qui dure 45 minutes et il doit donner du plaisir à toutes les partenaires femmes qu'il rencontre parce que sinon, c'est pas un vrai mec. Bon, voilà, caricature du porno. Bon, il y a des gens, hein, des messieurs qui viennent me raconter ça en consultation, qui ont été impactés. Alors, moi, j'ai pas relu une étude là récemment, mais comme vous savez, malheureusement, à cause des téléphones, 50% des jeunes de 11 ans ont déjà vu des images pornographiques ou des films, et tout ça va aller s'incruster dans le cerveau des jeunes hommes et de plus en plus tôt, et certainement que ça peut avoir des conséquences chez certains d'entre eux après, quand ils découvrent leur propre sexualité. C'est ça, la plaie de la pornographie, c'est que c'est pas un moyen d'éducation et que la sexualité, ça s'apprend par des échecs, par des essais, par des images qu'on voit et que quand c'est pas les bonnes images qu'on voit, forcément, ça se passe pas bien. Donc c'est vraiment la grosse plaie de la pornographie. J'avance. Oui. Donc tout ça pour en arriver quand même à notre sujet, pour faire juste un petit mot sur le féminisme.
Parce qu'on entend aussi, en tout cas, moi je l'ai entendu, des gens qui vont mettre le féminisme face au masculinisme et qui vont, en fait, et c'est ça pour moi la polarisation des genres, c'est que comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait contrebalancer le féminisme. Sauf que le féminisme, ça n'a jamais été une recherche de domination. Ça a été une nécessité pour pouvoir atteindre, et le but du féminisme, c'était d'atteindre une égalité sociale entre les hommes et les femmes. C'était ça le but, hein. Et le but du féminisme à la base, c'était une égalité sociale publique. Donc au droit à l'éducation, au droit de vote, au droit au travail. Tout ça, c'était l'égalité homme-femme publique. Mais pas du tout, on n'était pas encore dans le privé. Et ensuite, on est rentré dans le privé à partir du moment où ça a touché la contraception, le droit à l'IVG, où là, du coup, bah oui, l'intimité des femmes a été touchée et est devenue l'égal de l'homme dans l'intimité. Et tant mieux, ça permet de mettre tout le monde sur la même échelle. Mais ça n'a, à aucun moment, le féminisme n'a été, en tout cas, moi, je ne connais pas de féministes qui ont envie de dominer les hommes. Ça n'existe pas. Je ne sais pas, Vincent, si tu en connais. Alors, il y a des féministes provocatrices qui Oui, sont allées encore plus loin et qui veulent faire du mal aux hommes. Mais bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Pourquoi pas faire un webinaire un jour sur le féminisme, hein. L'histoire du féminisme, c'est hyper intéressant. Je te suis parfaitement, hein, dans ce que tu viens de dire. Ça me refait penser à Lévi-Strauss et à Bernard Chappé, parce que ce qui perturbe probablement, on va très vite, hein, excusez-nous, hein, on est ouais. obligé, ce qui perturbe probablement certains masculinistes ou des gens qui osent dire des horreurs, c'est la diapo d'après, hein, ton corps, mon choix, c'est la diapo d'après, Ouais. qui osent dire des horreurs de ce genre. Bah, je peux la Euh, mettre comme ça, vas-y. oui, voilà. Pour Vous enchaîner. voyez, ton corps, mon choix. Cette phrase est invraisemblable, hein. C'est un stupide Américain qui a dit ça au cours, je crois, de la campagne présidentielle là, quand Trump a été réélu. Ce que je voulais dire, c'est que pour certains masculinistes et sur un plan anthropologique, on a l'impression que la société entière va s'effondrer si les femmes deviennent libres et autonomes, si les femmes peuvent choisir leur mari, peuvent changer de compagnon au bout de 10 ans si elles le souhaitent, etc., etc. Parce que depuis la nuit des temps, hop, on envoie les femmes dans le groupe d'à côté et ça permet de créer des alliances et tout ça. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui se passent dans les têtes de certaines personnes. Alors en plus de la violence pure et de l'agressivité et de la volonté de jouer au petit chef, hein. Là, je caricature encore les Américains avec leur port d'armes et tout ça. Mais bon, on n'est pas là non plus pour faire un webinaire sur les USA. Vas-y, montre-nous le schéma est rigolo là. Bah, c'est celui-là. Enfin, c'était ça ce que tu... Non? Oui, Ouais. Non, mais c'était, c'est vraiment, en fait, juste pour expliquer que le masculinisme, c'est une réaction face au féminisme, certes, mais pour les hommes qui ne supportent plus, qui ne supportent pas, en fait, d'être à égalité avec les femmes. C'est cette notion d'égalité qu'ils ne veulent pas. En fait, le fait que les hommes dominent les femmes et que les femmes soient objetisées depuis des siècles et des siècles, ça leur allait très bien. Et donc, ils ont l'impression de perdre une notion de virilité euh, parce qu'on leur prend cette place qui souhaiterait égalitaire par rapport aux femmes. Pas du tout égalitaire par rapport aux femmes, de domination. dominatrice. Oui, pardon. Voilà. Et ça, c'était la petite image la petite image un peu rigolote pour expliquer que oui, la notion de, je ne sais plus ce que, oui, de C'était la charge charge mentale, mentale, ouais, c'est c'est ça. sur la charge mentale où ils ne comprennent pas. Et forcément, si elles sont capables de l'avoir, c'est que c'est un truc facile à avoir, quoi. Donc, pour tout ça, pour en arriver à quelque chose d'un peu positif sur l'avenir, on a essayé en tout cas. Quel avenir pour le couple et la sexualité de demain? Bah, la question est ouverte, vous pouvez y répondre. On peut, là, on va arriver aux questions, ça y est, on a presque fini. Donc, n'hésitez pas à réagir. Euh, Là, on a beaucoup parlé à deux, mais c'est bien aussi de parler à plus. Oui, on présente sur cette diapo toutes les notions dont on pourra tirer du positif, hein, la communication, le respect, des gens qui ont envie d'avancer ensemble sur un mode égalitaire. Enfin, ce qui, ce qui pour nous semble quelque chose d'évident, vous voyez, mais c'est pas Mm. évident du tout, du tout, du tout pour beaucoup de personnes, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs dans le monde. Et donc, il faut avoir tout ça en tête, il me semble, quand on reçoit des gens
qu'on prend soin des gens et qu'on a envie de les accompagner vers quelque chose qui leur convient mieux, etc. Ou en tout cas pour montrer peut-être parfois les causes des difficultés. Ça me semble important. Et en tout cas, ça vaut le coup de réfléchir à tout ça. Voilà, mais tout n'est pas noir forcément, en fait. Il y a le couple de demain, il demande à être, et là on a quand même quelques signes qui demandent à être réinventés, à se reconstruire, mais il n'y a pas de notion de on veut que ce soit complètement fini. Par contre, il y a des grosses angoisses, il y a des grosses peurs, mais qui sont liées aussi à la situation sociale actuelle où il y a des tensions dans tous les sens. Sans rentrer dans la politique actuelle, on sent bien que c'est très tendu. Bon, bah voilà, dans le couple, c'est pareil. Mais il y a plein d'idées aussi pour essayer de trouver des solutions en se réinventant. Voilà. Alors, question, est-ce que nous, on regarde le chat ou est-ce que Moi, faut quelqu'un a que... relevé les questions? Si vous voulez, je peux vous lire à l'oral. On est en train de mettre dans le chat les questions qui ont été posées en amont. Donc, il y avait une première question. Le modèle homme-femme n'est-il pas daté? Quid de la recherche en sexologie aujourd'hui dans les labos de recherche? Alors, je répondrai, le modèle homme-femme n'est-il pas daté? Je comprends la question et puis en même temps, la réponse est non. C'est-à-dire que le modèle homme-femme, la rencontre entre un homme et une femme et on a envie de vivre toute sa vie avec son amoureux et tout ça, je pense que ça n'a pas disparu. Ça persiste, hein, l'envie romantique de trouver la bonne personne et d'être bien toute sa vie. Donc, pourquoi pas? Ça peut être un projet. Je ne dis pas que tout le monde a ce projet en tête et que tout le monde doit l'avoir, mais ça concerne quand même beaucoup, beaucoup de gens. Euh, c'est très, très bien aujourd'hui. Là, je renvoie vers autre chose, hein, mais vous savez bien qu'on aimerait que les EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ça se passe mieux chez les très jeunes, à l'école, au collège, au lycée, tout ça. On parle au cours de ces EVARS de tous les modèles de couple possibles, des rencontres possibles, des différentes sexualités, des différentes orientations. Voilà, tout ça existe. Mais le modèle homme-femme, ça concerne encore une majorité de gens, il me semble. Alors, le modèle homme-femme dans le couple homme-femme ou La question est posée comme ça, donc après on répond comme on veut. Hein. Alors, moi, si je peux donner juste une petite indication par rapport à l'étude que j'ai faite, donc sur plus de 3000 personnes. Alors, c'était une étude sur les relations extra-couple. Donc, on était vraiment sur le sujet de l'extra-couple, de façon générale, que ce soit dans le secret ou pas. Il y a une vraie... ce que j'ai pu mettre en avant, c'est qu'il y a une vraie fluidité d'orientation sexuelle. Que ce soit dans un couple officiel homosexuel ou dans un couple officiel hétérosexuel, c'est pas pour ça qu'on va reproduire un couple à l'identique, enfin en tout cas qu'on va aller vers une personne du même genre ou du genre opposé. Voilà, il y avait pas de règle en fait. On peut être dans un couple hétéro et avoir des relations homosexuelles en dehors, pas majoritairement, mais c'est possible. Mais on peut être aussi dans un couple homosexuel bien établi et avoir des relations hétéros en dehors du couple. Donc en gros, c'est surtout, en tout cas si c'est sur l'orientation sexuelle, le modèle homme-femme dont il s'agit, euh, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir cette ouverture aussi sur une fluidité d'orientation sexuelle de façon générale. C'est ce que j'allais dire, ça c'est porteur d'espoir. C'est pas parce qu'on est dans telle ou telle situation qu'on n'a pas envie ou qu'on ne peut pas découvrir autre chose éventuellement. Enfin, mais tout ça passe encore une fois par le fait d'apprendre à se connaître, de savoir ce qui existe, ce qu'on peut vivre. Vous voyez, c'est évidemment que si l'éducation, le modèle éducatif, c'est quelque chose qui enferme, tu seras marié à 18 ans avec quelqu'un de l'autre sexe ou de l'autre genre, enfin, les gens ne peuvent pas forcément bien, enfin, tout le monde ne pourra pas bien vivre. J'arrive pas à faire ma phrase, mais vous avez compris. On a besoin d'expliquer, on a besoin d'ouverture, on a besoin de montrer aux gens tous les modèles qui existent pour que chacun puisse vivre le mieux possible sa sexualité. C'est ça qui est important. Mais il y a des gens qui veulent pas ça. Hein. Ne perdez jamais de vue que des gens ne veulent pas qu'on propose tout ça, qu'il y ait cette ouverture. Voilà.
Alors, il y a Florence qui veut poser une question. Florence, ouvre ton micro si tu veux parler parce que ce sera peut-être plus simple, en fait. Puis moi, je trouve ça plus sympa aussi. Oui, bonjour Marie. En fait, je sais pas que je voulais poser une question, je sais pas où tu as vu ça, mais c'est juste que Ah je bah, répondais. Je répondais à. Il y a eu un partage Corrèze, question posée en amont 2, montée du masculinisme patriarcat renforcé, le consentement difficile à comprendre et à faire respecter, en particulier chez les jeunes, le renversement de culpabilité de plus en plus observé et difficile à déjouer, même de la part des magistrats qui condamnent et tient peu compte de la réalité du vécu des femmes victimes de violences, la complicité de certains parents qui parlent, alors je ne sais pas si c'est vraiment le mot complicité, mais Mhm. des parents qui parlent peu avec leurs enfants et ne les écoutent pas, voire même les culpabilisent s'ils sont victimes et Ouais, n'apportent ni soutien ni sécurité. En fait, tout ça, moi, c'est ce que je peux constater aussi ouais. beaucoup dans mes entretiens. Mm. Le consentement, c'est un gros, gros sujet, vraiment très Alors, gros sujet. ouais. La montée du masculinisme, je le vois pas vraiment en consultation, je le vois plus en action collective. Et le problème de la reconnaissance et de l'inversion de la culpabilité par les hommes envers les femmes et qui ne sont pas reconnus par les magistrats, on sait très bien qu'effectivement, actuellement, c'est un peu ce qui se passe aussi. Mm. Alors là, juste pour revenir là-dessus, la loi sur le consentement qui est passée dans les... elle date de janvier. C'est très récent. Donc moi, j'attends un peu de voir ce que ça va donner quand même sur cette année pour voir s'il y a un petit peu un renversement de position pour les magistrats. Mais oui, je te rejoins là-dessus. Mais en même temps, voilà, j'ai un petit peu d'espoir avec cette loi qui a évolué sur le consentement. Bon, faut voir ce que ça donne. Mais j'ai pas trop de solutions. Après, alors, par rapport au consentement, difficile à comprendre, moi, j'aime bien dire que le consentement, c'est savoir dire non, mais c'est aussi savoir dire oui. Et pour savoir dire oui, bah, c'est aussi savoir quelles sont nos limites et ce qu'on veut nous. Donc, et la sexualité, c'est un apprentissage avant tout avec soi-même. Donc, je sais hein, que c'est compliqué d'aller parler de masturbation et en général, même en consultation, moi, j'utilise pas forcément ce mot-là avec les personnes et les femmes qui sont d'origine très traditionnelle, mais je vais aller plutôt sur des mots comme bah, l'autodécouverte de soi, des choses comme ça. Mais en fait, c'est en se connaissant soi-même et en connaissant ses limites qu'on va pouvoir les mettre aux autres. Et du coup, savoir dire non et oui. Mais savoir dire juste non, ça marche pas. Avant tout, il faut savoir dire oui, mais il faut le découvrir avec soi-même et pas forcément à deux. La sexualité, ça se découvre d'abord tout seul avant de la partager avec quelqu'un. Et même pour un garçon, c'est beaucoup plus enfin pour un garçon, pour une fille, c'est beaucoup plus facile après d'aller découvrir la sexualité à deux quand on est un petit peu découvert nous-mêmes ce qu'on voulait déjà. Parce qu'on va être un peu moins focalisé sur son corps à soi, parce qu'on va être un peu plus à l'écoute de l'autre. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile aussi de respecter le consentement de l'autre et aussi le sien. Donc Sans voilà. doute, et j'enchaînerai en disant que pour certaines personnes, ça n'existe pas, la masturbation, c'est-à-dire que c'est quelque chose que les gens n'ont pas découvert plus jeunes, qu'ils ne s'autorisent pas, ou qu'ils ne se Mm. sentent pas capables de faire avec eux-mêmes, l'auto-érotisme, hein, comment tu as dit ça, l'auto-découverte de son corps, Ouais, ouais. Moi, j'utilisais des petits termes, hein. Faut trouver des astuces. l'auto-moment où je me donne moi-même quelque chose qui pourrait donner du plaisir. Bon, ça va être très long comme nom, mais c'est ça. Et donc, il y a des gens qui pensent ou qui, dans leur vie, dans leur construction, ne peuvent passer au rapport sexuel qu'avec un partenaire ou une partenaire. Bon. Et probablement que ça les prive de quelque chose, hein, si ils se sentent parfois, je sais pas, s'il y a quelque chose qui leur manque à certains moments, ou tiens, j'ai jamais découvert ça, mais avec le partenaire, c'est pas possible. Bon, bah, bon. Mais encore une fois, raison de plus pour probablement pour en parler aux jeunes gens, afin Après, que pas. Ouais, non, mais je trouve que ça. Alors, c'est plus facile d'en parler en consultation que peut-être en EVARS, Florence. Ça, c'est possible. Et ensuite, juste pour revenir sur la relation avec les parents, la complicité de certains parents. En fait, enfin, c'est compliqué enfin, pour nous, c'est compliqué d'imaginer la sexualité de nos parents. Bah, pour des parents, c'est compliqué d'imaginer la sexualité de leurs enfants. Et pour les enfants, c'est compliqué d'en parler avec les parents. Et c'est
je pense, quelque chose d'assez normal et naturel, puisque justement, on va chercher à partager une sexualité en dehors de la famille. Sinon, on est dans quelque chose d'un peu incestuel. Donc, du coup, de ne pas parler de sexualité, en tout cas de sa sexualité ou de la sexualité de ses parents avec ses parents, c'est normal. Enfin, moi, je trouve pas ça très choquant. Et c'est pour ça que c'est chouette d'avoir des professionnels de santé un peu formés pour pouvoir aller en parler justement avec une personne extérieure qui va pouvoir un petit peu aiguiller et accompagner tout ça. Non, Mais c'était non, plutôt c'est pas ça. l'écoute des parents quand ils sont victimes Ah, d'agressions sexuelles ou de ah bah oui, mais viols. Et en c'est fait, vachement les dur. enfants sont culpabilisés. En fait, c'est de ta faute, t'avais qu'à pas te montrer, ah bah, comme tu parlais de la jupe courte ou la manière dont tu te comportes, etc. Tu l'as bien cherché. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de soutien parce que c'est sûrement pas entendable aussi par leurs parents, mais ça reste quand même les enfants, les parents sont les personnes vers lesquelles on peut se tourner quand on se retrouve en difficulté. Et si on a été victime d'une agression sexuelle ou d'un viol, et que les parents ne sont pas là en soutien et culpabilisent l'enfant, moi, personnellement, ça me pose problème. Sans parler de Oh, sexualité, pour moi, je c'est pas de comprends, la sexualité, ça va être de la violence. je comprends, mais peut-être ça serait intéressant aussi, parce que peut-être que les parents ne sont pas capables d'entendre parce que quelque part, ils ont fauté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas protégé leur enfant comme il fallait. Donc, reconnaître que l'enfant est victime, c'est reconnaître aussi que j'étais un mauvais parent. Enfin, j'exagère, hein, j'extrapole, hein. Mais c'est peut-être ça. Et peut-être il faudra un espace aussi pour ses parents pour pouvoir parler de ça, pour que justement ils puissent dire, mais enfin, qu'il y a un endroit un petit peu sécure pour ces parents-là. Et ça, souvent, il n'y a pas. Donc forcément, c'est compliqué de reconnaître que le parent a fait une erreur et n'a pas protégé l'enfant comme il fallait. Enfin, voilà. Bon, après, je me fais un peu l'avocat du diable ici, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'endroits non plus pour les parents des victimes pour que bah, eux aussi soient écoutés et soient entendus et peut-être bah, plus encadrés dans leur parentalité, ce qui n'est pas simple. Non, Florence, qu'est-ce que tu en penses? Bah, en fait, je suis pas trop d'accord parce que pour moi, être victime d'agression sexuelle ou de viol, ça n'est pas de la relation sexuelle, c'est de la violence. Et donc, qu'un Oui, parent ne mais je te protège parle pas pas de son ça. enfant de tout type de violence, ça me pose question. Oui, non, mais je te parle pas de ça. Mais là, c'est pas ça. C'est remettre en question la parentalité, la protection du parent, quel qu'elle soit. Je veux dire, n'importe quel accident, n'importe quoi, c'est l'enfant, le parent qui va se sentir fautif de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Nous ferons un webinaire bientôt sur la parentalité également. Encore un très bon sujet, hein. Je réponds en 2 secondes à la question 3 et à la 4. Moi, j'ai la chance, je travaille à l'hôpital, mais j'ai la chance de collaborer avec les espaces santé jeunes, dont Florence, là, de Nanterre, qu'on vient d'entendre. Et ça me permet d'aller dans des collèges et des lycées pour faire des actions d'information, de prévention et tout ça. En dehors des centres de santé sexuelle, qui sont très mal nommés, je le dis comme ça devant vous, c'est les anciens CPEF, hein. Il y a plein d'endroits où on fait de la santé sexuelle. Il y a les CEGID, les centres de dépistage et tout ça. On discute avec les gens, on leur propose un dépistage des IST et on peut aborder bien sûr la santé sexuelle. Il y a des consultations de sexologie et santé sexuelle, comme moi je peux faire à l'hôpital à Nanterre. Il y a plein d'endroits, je pense, que j'oublie, hein, excusez-moi, où on peut en faire, et heureusement. Donc c'est pour ça que le nom de CSS, à mon avis, il a été mal choisi. La question 5 est beaucoup plus dure, Marie. Quelles sont les causes-conséquences de la polarisation sur les individus et sur toute la société? Bon, il faudrait refaire un webinaire pour redévelopper tout ce qu'on a dit là aujourd'hui en 45 minutes. Bon, j'espère qu'on vous a donné quelques pistes quand même au cours de notre discours. Ira a surenchéri, elle a raison probablement. Je suis d'accord avec Audrey Courbin, merci Audrey. Oui, oui, on est là pour accompagner les gens et pour que les gens puissent se connaître mieux et découvrir ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. On en revient au consentement et tout ça, hein. C'est ça le but de l'accompagnement en sexologie, hein. Donc, on est Oui, là pour ça et j'espère qu'on vous a mais fait en passer EVARS, cette c'est notion. vrai qu'il faut le faire aussi. Tout à fait. Mm. Je pense que, en fait, je suis toujours pas d'accord, même avec Yara. Je pense qu'il y a une confusion entre. euh, je pense que c'est en fait, c'est parce que les parents confondent relations sexuelles et violence. Et je pense que si on explique bien que la violence sexuelle,
est une violence et ne concerne pas la relation sexuelle telle qu'on l'entend dans la relation amoureuse, la relation sentimentale, la relation l'acte sexuel qui a été fait en cachette. Je pense que ce sont deux notions différentes et c'est ce qui, pour moi, fait toute la différence dans comment un parent peut soutenir un enfant qui a été victime d'agression sexuelle parce qu'il n'est pas victime de rapports sexuels dont il n'a pas voulu, il est victime d'une violence. Et pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. Je comprends ce que tu dis, Florence, hein. Ouais. Là, c'est clair ce que tu dis, on voit très très bien. Et on fera un webinaire sur la différence entre relations sexuelles et agression. Non, c'est clair ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait, Je Florence. vous remercie tous les deux. Ah, il y a Alors, plein de attends, commentaires intéressants. On en reste là ou pas? je me permets de faire un peu le médiateur. Donc, il y avait certaines questions qui étaient un petit peu sur d'autres sujets, sur la parentalité, sur l'obésité, transition. Donc, sachez qu'on a bien pris en compte ces questions, mais comme le disait Vincent, on prévoira peut-être d'autres webinaires sur ces sujets-là. Donc ne vous inquiétez pas si on n'a pas répondu à votre question. Et juste une petite précision, Marie, je crois, c'était la diapo sur le 1975. Alors j'ai fact-checké Oui, sur Internet. Je pense que vas-y. c'est le droit des femmes le droit de demander le divorce par les femmes qui date de 1975, C'est ça. alors que le droit de divorce, sous-entendu des hommes, datait de bien avant 1792, il me semble. Ouais, et il n'y avait pas juste, c'était pas juste pour divorce pour faute, mais droit de demander au divorce, en effet, même s'il n'y avait pas faute avérée, il y a eu une histoire comme ça. Enfin bon, bref, peu importe. On Mais fera un en effet, webinaire sur le divorce. on Ok. va rechercher ça. Je vous propose, merci à tous. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Marie. Merci à tout le monde. Et Merci je vous à vous. propose qu'on clôture ce webinaire et bonne fin de journée à tous.